Et voilà, on est parti. Hop. Euh, calendrier économique, merde, calendrier, c'est pas ça. Hop. Allez. Conduite. 13 octobre. Réunion du FMI, donc ça peut être intéressant. Ça va pas trop faire bouger, mais ce sera intéressant de lire le compte rendu quand même. Hop, je vais me le marquer. Ouais. Alors, on va revoir des stats, ça va faire plaisir. 13h, conférence des indice des tendances de l'emploi. Ah, je suis en majuscule. Tendance de l'emploi, parfait. Après, on va avoir quoi? Dépenses de construction. Oh merde. Oh, on va tout refaire. Dépenses de construction. Je vais l'envoyer le résumé dans le groupe. Oh, il y a même Nico. Génial. Salut Nico. Allez, donc dépenses de construction, ça peut être intéressant à noter pour voir un petit peu l'évolution, parce que vous allez voir, après on va taper large un petit peu aujourd'hui dans les sujets. Il y a pas mal de sujets, je trouve, en ce moment sur l'Amérique, c'est quand même hyper intéressant. Alors, dépenses de construction. L'OPEP, on s'en fout. Et Paulson, secrétaire au Trésor, ça va être intéressant. 18h55, forcément. On va voir. Allez. 14 octobre. Donc le 14 octobre, réunion FMI. Ok, réunion FMI. On va voir. 14h45 Bowman. On ne doit pas y être, mais voilà. 14h55 Redbook, vente au détail. Éducation 3 mois, 18h20. Tiens, Powell qui va prendre la parole. Ce sera très intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut nous dire, Powell, de ce qui se passe là. 21h25, Waller et Collins dans la foulée. Bon, normalement, 21h25, on va voir Waller. Et 21h30, Collins, sachant donc que Waller, hein, c'est un pro Trump du coup. Donc Powell, quand même très intéressant de voir un petit peu justement s'il va venir commenter la dernière lettre de Xi Jinping. 15 octobre, toujours pareil, réunion FMI, 13h, taux hypothécaire moyen, l'IPC Core, donc est-ce qu'il va vraiment être publié? À voir, donc IPC Core, c'est ça le CPI, c'est ça qui va être très intéressant, vous savez.
Indice manufacturier 14h30. Réel, IPC fête de Cleveland 17h. Fête de Cleveland, peut-être elle va publier. 18h10 Bostik. 19h Waller. 20h Bechbook. 20h30 Schmid. Donc voilà. Jeudi 16. Toujours pareil, chômage américain, est-ce qu'on va vraiment l'avoir? On se pose la question, on verra. On regardera ça. Vous voyez hein, que la dernière publication a eu lieu le 25/09. Hein. Elle est prévue. On verra si elle sortira ou pas. 14h30, bon, c'est pris avec la bougie de 14h30. Tic, prix à la production, ce sera pris avec 14h30. 15h, on aura Bar et du coup Waller. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, on était 15h, donc du coup, Bar et Waller. « 16h, on va avoir Bowman encore. Bon, beaucoup de membres du FOMC qui prennent la parole. Pas trop de surprises normalement à prévoir. Hein. 18h45, Barkin. Honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à dire. 19h surtout, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Le GDP de la fête d'Atlanta, on va voir pourquoi. Justement. Ok, vendredi 17 octobre, bon, le Qashqai à minuit, on s'en fout. Salaire moyen, ça va être très intéressant. Salaire moyen, 14h30. Le salaire moyen. Pourquoi? Parce que le salaire moyen, c'est une des idées, c'est un des éléments de l'inflation. Vous êtes là? Parce que j'entends pas du tout de bruit. Je sais pas si Est-ce qu'on j'ai pas fait m'entend parler exprès. à moi? On m'entend Oui, pas. toi, on t'entend. Et pourquoi je t'entends pas dans le casque alors? Ah ben ça, j'en sais rien pourquoi. C'est pas moi que tu C'est dois dire. bizarre ça. Pourtant mon casque il est branché. Je t'entends. Oh, je peux parler dans le casque, mais je t'entends à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Tu dois choisir sûrement la sortie casque dans ton paramètre. Si tu vas sur la roue, en dessous de là où il y a les deux carrés Michel et Dvesti, tu appuies sur la roue et tu dois mettre utiliser le microphone, utiliser la caméra, audio, tu dois pouvoir modifier l'entrée audio. D'accord. Ouais. Donc, on est bien, donc 14h30 le salaire moyen. Permis de construire, ça va faire partie de 14h30, bien sûr. Indice des prix à l'importation, c'est pas mal. Création d'emploi aussi, à 14h30, à voir s'il sort. Taux de chômage, tiens, le taux de chômage à 14h30, à voir s'il sort aussi. Allez. Derrière, GDP d'Atlanta à 19h. Donc de 14h30 à 19h, on n'aura rien. Et voilà, on devrait être bon. Exactement. Donc on est bon. Ce qui va être intéressant à regarder, on va aller aussi sur les résultats des entreprises dans la semaine qui arrive.
Bien sûr, on va regarder les entreprises américaines, celles qui comptent. Non, qu'est-ce qu'il y a? Putain, je fais ça, il faut que je fasse ça. Hein. Donc, on va avoir les premiers résultats notamment tout ce qui est un peu bancaire, hein, les premiers résultats des entreprises. Des mardis, JP Morgan, tout ça, ça peut, bien sûr que nous, c'est pas directement lié avec le Nasdaq, mais les Qu'est-ce que banques, tu ça donne veux? toujours le Non, premier je résultat. vais pas jouer à ta Si tu, balle. si tu cries sur le chien, par contre, Oh, coupe le pardon. micro, parce Je que du croyais que coup, tout j'avais le enlevé monde le son. t'entend. Pardon. Excusez-moi. Donc, du coup, on va avoir ces premiers éléments-là plutôt bancaires. Pourquoi ils sont importants, même pour le Nasdaq? Parce que quand même, ça donne une idée, notamment aussi de la consommation et, de la situation, si on peut dire, du pays. Et donc, la semaine après, va arriver progressivement ce qui va nous intéresser vraiment à nous, euh, indice Nasdaq, avec donc Netflix, Tesla et les amis Amazon, etc., etc. Donc ça, il faut attendre encore une petite semaine, mais ça va commencer à être intéressant pour nous. Donc, cette semaine, à surveiller les résultats, à voir pour ceux qui veulent préparer un petit peu, approfondir un petit peu, regarder quand même JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, ASML, ADR, Bank of America, tout ça, c'est du avant-marché. Donc, c'est mieux que quand on est sur du Tesla ou autre qui est plutôt après-marché. Là, c'est intéressant parce que c'est publié avant l'ouverture du marché. Et donc, ça peut expliquer un peu un mouvement sur la journée. Sur la journée, oui, et sur l'ouverture surtout. Donc voilà. On est donc, on va revenir sur un petit peu sur une analyse de où c'est qu'on se situe. Donc cette semaine-là qui vient de passer, elle a vu arriver deux éléments, un élément attendu et un élément inattendu. L'élément attendu, donc on va travailler d'abord sur l'élément attendu avant de conclure un peu sur l'inattendu. Déjà, donc, cet élément attendu, c'était les minutes de la Fed. Les minutes de la Fed, on rappelle donc c'est ce que c'est les minutes de la Fed, c'est le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Hein, donc c'est normalement, c'est pas censé créer un réel événement sur le marché, mais c'est intéressant parce que ça permet de regarder et de voir un petit peu les rapports de force qu'il y a au sein même de la Fed, hein, et des membres du FOMC. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir un peu la répartition qu'il y a entre les membres du board pour la prise de décision finale et voilà, de comparer un petit peu quels étaient les choix de chacun là-dessus. Alors attendez, je vais juste fermer ça et ouvrir du coup, je vais vous ouvrir quelques chartes. Ça, c'était pas celui-là, c'est celui-là qui m'intéresse. Et donc celui-là, et je pense qu'on sera bon. Donc voilà. Donc du coup, ce qui était assez intéressant à regarder sur ce compte rendu de la Fed, c'est que tout le monde était d'accord pour la première baisse de taux que l'on a eue en septembre, hein, sauf, on le sait, Miran, le toutou de Trump, qui voulait, lui, une baisse de taux, bien sûr, mais qui voulait une baisse de taux beaucoup plus importante. Pour une deuxième baisse de taux, on voit donc qu'il y a vraiment un consensus très large pour deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Hein, donc, ça ne veut pas forcément dire en octobre, mais ça veut dire d'ici la fin de l'année. Donc, on aura une opportunité de l'avoir aussi potentiellement en décembre. Et on voit surtout donc que pour 3 baisses de taux, par contre, c'est plus partagé. On est plus sur du 50-50. Donc, c'est là-dessus que l'attention des marchés va se faire d'un point de vue monétaire. C'est de savoir si on aura bien, comme le price le marché, 3 baisses de taux. Hein, si on va sur le site du CME, on va bien voir clairement que le marché price donc, hop, le 29 octobre, une baisse de taux supplémentaire. On voit qu'il n'y a que 2% du marché qui pense que les taux vont rester comme ils sont actuellement. Donc, une baisse de taux en octobre. Et si on regarde au mois de décembre, il y en a 2% aussi qui pensent qu'on aurait
seulement 3,75, 4, et donc on serait à 3,50, donc on aurait bien une, puis deux baisses de taux d'ici, troisième baisse de taux d'ici le 31 décembre. Ça, c'est ce que price le marché actuellement. Okay, mais on voit que on est plus en termes de membres du FOMC sur du 50-50, sur leur volonté de baisser les taux. Et donc, c'est ce qui va être pour moi, comme le laisser voir en fait, hein, si on allait dans les fameux dot plots, hein, ici, rappelez-vous quand on travaille les dot plots, on avait vu ça fin septembre, qu'on se projetait, du coup, c'est pour ça que le marché s'est mis à pricer 3 baisses de taux, puisque les membres du FOMC étaient plus sur ce type de projection. Mais là, on voit dans les rapports qui a été donné que c'est pas aussi consensuel que ce qu'on pensait pour la troisième baisse de taux. Et donc, cette dernière baisse de taux, elle va dépendre des datas. Et c'est là que le lien est fait avec un sujet qui est les données statistiques. Hein, si les données statistiques sont fournies, si les bureaux statistiques fonctionnent. D'accord? Sauf que les États-Unis sont en période de shutdown et que donc les bureaux statistiques ne fonctionnent pas. Et donc, comme on l'a vu dans le calendrier économique, si on prend cette semaine-là le calendrier de la semaine dernière ou de la semaine là qui arrive, on voit tout à fait que aux USA, par exemple, le chômage n'est pas sorti depuis. Et pourquoi on prend le chômage? Parce que ce n'est pas anodin, mais que le chômage n'est pas sorti depuis le 25 septembre, donc depuis la clôture. On espère l'avoir le 16. Est-ce qu'on l'aura? On verra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage, qui était un des sujets inquiétants pour la Fed et un des éléments pour lequel la Fed a baissé son taux en septembre, elle n'a plus le chiffre. Pourquoi elle n'a plus le chiffre? Parce qu'elle n'a plus de fonctionnaires, elle n'a plus de personnes qui travaillent dans les données statistiques, donc qui ne peuvent pas fournir la donnée. Et ce qui est quand même assez important, c'est que cette semaine, on devait avoir une autre statistique qui, elle, est aussi une statistique majeure, encore plus majeure, j'ai envie de dire, que l'inscription hebdomadaire, parce qu'hebdomadaire, à la rigueur, on peut avoir un rattrapage lorsqu'elle va sortir et on comprendra mieux ce qu'il en est, mais c'est qu'on attend assez longtemps et régulièrement, plutôt une fois par mois, le chiffre de l'IPC Core. Hein, donc on sait que ce n'est pas le PCE Core qui est la mesure principale, la mesure préférée de la Fed pour prendre ses décisions sur l'inflation, mais ça reste une donnée sur l'inflation qui potentiellement ne sera pas publiée mercredi si d'ici là le shutdown n'est pas levé. Donc ça devrait sembler pour moi une inquiétude hein, pour le marché. Donc, on a certains membres de la Fed qui se sont exprimés sur cette situation pour calmer le jeu. Comme si, d'ailleurs, le marché en avait besoin de calmer le jeu, parce que, bien sûr que quand on est sur les plus hauts de tous les temps, avec les multiples que l'on a, je ne suis pas sûr que, et quand on voit que le marché en avait un peu rien à secouer de ne pas avoir vraiment les statistiques, ça me semble un peu prématuré que certains membres de la Fed aient déjà pris la parole pour dire que, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Qu'ils avaient déjà eu assez de données pour se projeter, en fait, finalement, et prendre la décision de la deuxième baisse de taux, et que, en fait, le manque d'informations, le manque de données statistiques des dernières semaines ne leur empêchait pas, ne remettait pas en question la deuxième baisse de taux. D'accord? Donc, ils sont déjà dans le côté, ne vous angoissez pas, on n'a pas les chiffres, mais les chiffres précédents que l'on a eus nous permettent déjà de se dire que potentiellement, forcément, on aura la deuxième baisse de taux. Quid tout de même, du coup, donc de la troisième baisse de taux, comme on vient de le voir, mais cette question du shutdown, elle a quand même des applications aussi macroéconomiques. Chaque semaine de shutdown coûte à l'économie américaine, on le sait, 0,1% du PIB. Ce qui signifie que si on devait avoir un mois de fermeture, on pourrait perdre jusqu'à 0,4, voire 0,5% du PIB sur l'année. Okay, on sait que le PIB n'était déjà pas dans une bonne projection. C'est pour ça que la projection de GDP de la Fed d'Atlanta va être assez intéressante, parce que sous shutdown, on avait eu un chiffre PIB en recul. Est-ce que potentiellement l'Amérique pourrait rentrer en récession due au shutdown? Quid? Question. On a le droit de se poser la question. On sait que c'est beaucoup plus long en Amérique pour
prononcer réellement le shutdown, mais toutefois, là, vraiment, on ne cède pas, en tout cas en Amérique, on ne se tire pas vers le haut pour renverser ce pic. Le moral des Américains, donc, peut au passage en prendre un coup sur la tête parce que, en plus d'avoir invité les fonctionnaires à rester chez eux pendant une période de shutdown, certains sont invités à rester chez eux définitivement, puisqu'il y a eu des licenciements. On est toujours dans ce projet de Doge de dégraisser la fonction publique et donc de licencier certains fonctionnaires. Et on profite de ce shutdown pour dire à certains de ne pas reprendre. Est-ce qu'on aura cette semaine le chiffre sur l'inflation et des données statistiques donc, qui seront quand même importantes? C'est la question. Et donc, si on ne les a pas, c'est pour ça que je vous montrais le résultat des entreprises, notamment même si elles sont bancaires pour l'instant, la pression va se mettre sur les résultats des entreprises encore plus. Hein. On voit bien que forcément, si le marché doit grimper comme il le faisait jusqu'à maintenant, avant l'événement inopiné, mais en tout cas comme il le faisait jusqu'à maintenant, le marché il montait un peu sur du vent, clairement, puisque ça fait une dizaine de jours qu'il n'avait pas de stats, un peu plus même. Donc, du coup, s'il monte sans stats, là, pas de stats supplémentaires, c'est les résultats des entreprises qui vont primer. Et on voit bien que c'est l'IA qui porte le marché sur les plus hauts de tous les temps, hein, et qui a quand même tout d'une bulle. On va le voir par la suite, mais le marché, il se fiche de tous les éléments, en fait, qui sont un peu contraires à sa fin, sa fin dans le sens affamé, hein, son envie de faire de l'argent et de monter et d'aller chercher les plus hauts. Alors on dit que le marché, il a toujours raison. Hein, le marché, il a toujours raison, oui, mais on est en droit de se demander actuellement qui est le marché, qui compose le marché. C'est triché, ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, le marché, je vous le dis tout le temps, il est structurellement haussier. Hein, c'est quelque chose que je vous répète assez souvent. C'est-à-dire que, pour être simple, si j'achète tous les mois sans me soucier du prix pendant 10 ans, je sais qu'effectivement, je serai toujours gagnant. Hein. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ça, c'est pas du trading. Ça, c'est de la logique économique. L'économie, elle croît, donc les entreprises, elles croient avec. Hein, et donc, forcément, plus on est de personnes sur Terre, plus on est de consommateurs. Ça, c'est une logique, j'ai envie de dire, quasiment humaine, quasiment animale. On se reproduit, on est de plus en plus sur Terre, donc on est de plus en plus de consommateurs, donc potentiellement l'entreprise, elle a de plus en plus de clients potentiels, etc., etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a fourni aucune analyse finalement. Quand on dit, voilà, tu achètes chaque mois, tu ne regardes pas le prix, tu achètes, tu sais que tu seras toujours gagnant. Hein, ça semble, même tu traverseras les crises quelque part. Mais au bout du compte, tu seras toujours là. Donc là, on voit quand même dans tous les articles, dans toutes les données depuis plusieurs mois maintenant, que le marché, il est extrêmement porté, extrêmement soutenu par le trader retail et que la smart money, elle n'est pas dans ce rallye ou très peu investie dans ce rallye haussier. Elle y est venue un petit peu en contretemps, elle y est venue dans un second souffle et elle est vraiment très peu exposée finalement depuis quelque temps déjà et même à l'heure actuelle. Ce qui signifie que le trader retail, c'est celui qui détient le marché. Et ça, c'est un point intéressant à prendre en compte parce que ce qu'on peut lire là-dedans, hein, il y a d'ailleurs une étude de Bank of America qui dit que l'argent disponible dans les réserves de cash, il ne cesse d'augmenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La réserve de cash, c'est pas vous et moi. La réserve de cash, c'est ceux qui ont vraiment du gros argent. OK? Et donc, eux, cette réserve-là, elle ne cesse d'augmenter. La réserve qu'il y a dans les banques, par exemple, notamment, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu le résultat des banques la semaine prochaine, ne cesse d'augmenter. Si le trading retail, on sait que forcément le trading retail, pour faire de l'argent et pour faire des chiffres intéressants, souvenez-vous, c'est ce que je vous dis assez souvent, c'est que psychologiquement, on a envie de venir en trading pour faire un bon coup.
On n'a pas envie de venir pour gagner 20 $ par-ci, 20 $ par-là. On veut faire un bon coup. Donc, le trading retail est surtout lié à des produits à effet de levier, à des produits dérivés, à des ETF avec effet de levier, à des options, à des futurs à levier aussi. Le CFD, il n'existe pas aux États-Unis, mais le futur, il est très présent. D'accord? Donc, on est dans une phase où on a des fonds d'investissement qui, eux, sont en place depuis longtemps, avec un PRU, avec des fonds d'investissement qui se disent, ben, de toute façon, nos règles, c'est qu'on doit être 70% du temps, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur le marché. 70% de notre capital sur 7 jours glissants dans le marché. J'ai un PRU que je travaille régulièrement, mais moi, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, finalement, que j'achète du marché. J'achète de ces actions-là. Donc, le PRU, il est bas par rapport au marché. Et donc, on a ces fonds d'investissement-là qui sont en place depuis tellement de temps, qui décident maintenant, finalement, de ne pas tellement s'exposer, de travailler leur PRU, mais tout délicatement, par petites doses. Et on a les traders retail qui ont un PRU finalement beaucoup plus haut que les fonds d'investissement et qui, eux, sont avec un effet de levier. D'accord? Et dans un effet, si vous voulez, de faire monter le marché parce que c'est eux qui portent le rallye. Ça permet quoi? Ça permet à certains fonds d'investissement, finalement, de sortir un petit peu, de vendre un petit peu des actions aussi, d'alléger un petit peu les portefeuilles et donc d'augmenter. C'est pour ça que les réserves de cash, elles ne cessent d'augmenter. Ça veut dire quoi? La réserve de cash, c'est vraiment le cash disponible. Donc, ça veut dire que la smart money vend aux traders retail puisque la réserve de cash, elle croît. OK? Donc, ça veut dire que celui qui a le plus d'argent, au lieu de continuer à l'investir, il est plutôt en train de l'encaisser, sa plus-value. Et pour pouvoir attendre un PRU, on le sait, forcément, ils vont devoir à un moment donné revenir sur le marché. Ils ne peuvent pas shorter, ils ne peuvent pas vendre à découvert. Donc, ils profitent de cette période de rallye haussier porté par le trader retail pour encaisser leur plus-value, pour encaisser un petit peu, rentrer un petit peu de fonds et vendre donc du coup ce qu'ils ont en portefeuille. Et potentiellement se dire que ils vont pouvoir travailler leur PRU quand le prix sera moins élevé. Pourquoi ils vont aller acheter quelque part du Nvidia à 190 ou 200 $ s'ils peuvent, d'ici quelques mois, le payer 160, puisque eux, ils n'ont rien qui presse. Ils sont rentrés, l'action, elle emballait peut-être 30 $. Donc, il n'y a aucun problème pour eux. Le PRU, il est tellement bas qu'ils ont le temps. Voilà. Et le risque, il est quoi? Il est que donc ces traders retail, ils sont chargés en effet de levier et ils continuent de bourriner sur les points hauts. Et donc, ça permet à la smart money de s'alléger. Et si on a un événement de marché, ben, comme on a eu là, et ça aurait pu être un autre événement, ça permet que l'idée de profondeur arrive à ce moment-là, l'idée de profondeur de marché. Et donc, il n'y a pas de profondeur. La profondeur, elle n'est pas suffisante. Et donc, le trader retail, qui lui se sentait fort et chargé en contrat dans un marché où en fait il est rentré comme un bourrin, avec effet de levier, il se met d'un seul coup, avec une petite variation de 2-3%, à se retrouver avec des appels de marge qui créent des appels de marge, qui créent encore des appels de marge, et donc en fait qui font sauter les stops. Et donc il y a un effet cumulé de stop vendeurs qui tire encore plus le marché vers le bas. Pourquoi? Parce que finalement, le prix qui va être le prix intéressant, où va revenir en jeu la smart money, il est peut-être 15-20% plus bas. Et donc, en fait, la smart money profite de cet effet un petit peu de bulle. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça comme une bulle, parce qu'il profite de cet effet d'apesanteur, de cet effet qui monte comme ça, hein, puisqu'une bulle, c'est ce qu'elle fait, elle monte. Et quand elle arrive un petit peu trop haut, paf, elle explose. Et donc, eux, ils profitent de cette hauteur pour alléger leur portefeuille et ils se disent, je rentrerai quand on reviendra peut-être sur cette zone-là qui, elle, me semble plus cohérente et ils ont le temps. Et quelque part,
cet effet de stop en cascade fait qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de zone de défense. C'est de ça qu'on parle quand on parle, nous, de zones d'accumulation dans lesquelles c'est mis des order blocks. Hein, en fait, c'est que c'est mis beaucoup de monde en place. Et donc, le marché, quand il rend, ben en fait, d'un seul coup, il y a personne qui peut acheter. Et donc, il n'y a que des vendeurs. Et ce qui fait que quand ça vient toucher le stop, eh ben, c'est un vendeur supplémentaire. Et donc, ça décale encore le marché vers le bas et ça trouve un vendeur supplémentaire, etc. OK. Est-ce que ça, je ne sais pas si c'est assez bien expliqué pour tout le monde, mais c'est pourquoi le marché peut assez vite avoir cette image, quelque part, de dégueuler, quoi, vraiment de tomber avec des bougies très puissantes vers le bas sans être dans quelque chose qui bloque, sauvage, en fait. Hein. C'est sauvage et violent. sauvage, mais surtout comme le couteau qui tranche, quoi, comme le couteau Ouais, qui tombe et ouais, sans effet. Voilà, ça perce ouais. très facilement. D'accord. On peut voir également que on a, euh, on a un risque donc de bulle qui est de plus en plus présent. Hein. Ce risque de bulle, pourquoi moi je trouve qu'il y a de plus en plus un risque de bulle. Ben, vous le savez, il y a des multiples qui sont élevés, basés sur l'idée que l'IA va changer le monde, qu'on est dans une nouvelle phase, etc. Ok, très bien, mais qui surtout ne fait plus cas de ces petites informations comme ça, qui, mises bout à bout, ont le droit de... Alors, attention, je ne parle pas d'effondrement, je parle juste de bulles, et ont le droit de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit d'être un petit peu plus prudent? Voilà, juste faire appel à de la prudence, sans faire appel à de la paranoïa, mais juste de la prudence. Et donc, les points qui sont un petit peu essentiels, c'est que on est quand même dans l'idée que donc, ben, cette IA, elle porte tous les marchés vers le haut, hein, mais cette IA, quelque part, on se dit, ah, c'est pas grave, l'endettement, il est au plus haut de tous les temps, mais c'est pas grave, parce que c'est des entreprises qui sont too big to fail. C'est le retour du too big to fail. Ça veut dire Voilà, quoi? trop gros pour couler. Ah, Too big d'accord. to fail. Ouais, Trop gros pour mourir. Trop gros pour ouais, j'ai échouer. compris. Ouais, mais trop gros pour échouer. Quand on voit qu'on a des entreprises comme Apple qui injectent plus que, que la France dans l'IA et qui s'endettent. Hein, ils ont prévu d'injecter 500 milliards de dollars sur, je ne sais plus, 5 ans, je crois, ou 10 ans. OK, 500 milliards, on parle de 500 milliards de dollars. On ne parle Mm, pas enfin, on a perdu toute notion. Et mm. donc, eux, ils ont le droit de s'endetter pour ces sommes-là, pour un seul secteur, un seul et unique secteur. Parce qu'ils sont trop gros pour mourir. Mais qui se pose un petit peu la question de si on a un effet de cascade, si on a un effet douloureux sur le marché, si on a une période difficile, on se dit que ces entreprises-là, forcément, elles vont subsister. Mais ces entreprises-là, si elles arrivent dans ce secteur de l'IA, et si elles arrivent à être pionnières, et si ce secteur de l'IA, il doit vraiment changer le monde, ce que l'on pense tous, et moi le premier. Mais s'il change le monde, il change le monde si on investit. Si on n'a pas l'argent pour investir, il ne peut pas changer le monde. Donc, comment se crée l'investissement face à la dette? À un moment donné, si la dette est trop importante, il ne peut plus y avoir d'investissement. Ce n'est pas parce que l'entreprise est trop grosse qu'elle ne peut pas avoir une dette qui est trop lourde pour elle. Et ça, le marché n'en tient pas compte. Ça ne dérange personne. C'est-à-dire qu'on a des multiples qui sont presque à 27, 29. C'est des multiples de bulles. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Personnellement, je ne sais pas si vous avez vraiment ressenti le changement dans votre vie pour l'IA. Ça fait plus d'1 an qu'on parle de l'IA. Personnellement, on n'a pas, OK, pour parler à ChatGPT et lui demander des informations, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le premier enjeu pour ces entreprises-là. Et donc,
elles investissent des centaines de milliards pour quelque chose, elles créent de la dette là-dessus, et pour l'instant, ok, on croit que ça va le changer, mais pour l'instant, est-ce qu'on a réellement créé de la valeur? En fait, finalement, je trouve qu'on est en droit maintenant de se poser la question, parce que ça fait assez de temps que l'on se dit, en fait, le multiple, il ne dégonfle pas. Donc, si à un moment donné, cet investissement, il crée une valeur importante, une évolution importante, le multiple, il dégonfle. Puisque quand on est sur ce multiple-là et que derrière, on vend plus de produits, ça permet normalement d'avoir un bénéfice par action qui lui dégonfle, puisqu'on a augmenté son revenu par cet investissement. On est d'accord? Mais là, en fait, on se rend compte que depuis des années, le multiple, il fait que grossir. Il diminue jamais. Donc, s'il ne diminue pas le multiple, c'est que finalement, l'investissement, il ne nous ramène pas tant que ça d'argent. Et donc, est-ce que cet investissement, il va permettre de financer la dette? On a le droit de se poser la question. Et je pense que là, il faut que le marché, à un moment donné, se pose la question. Et c'est pour ça que c'est intéressant, la semaine, dans 15 jours, de voir les résultats des entreprises. Attention, les résultats des entreprises sont attendus bons, plutôt même, voire très bons. OK, il va falloir qu'ils soient très bons. S'ils sont assez bons, le marché va les sanctionner. Bon, il faut que le marché les sanctionne. Parce qu'on est quand même dans un marché où on trouve des marchés alternatifs. On a un taux à 10 ans monétaire qui est à plus de 4%, même aux États-Unis. On trouve des matières premières qui sont en train d'avoir des ratios, des rapports très intéressants. On trouve des marchés alternatifs. Est-ce qu'à un moment donné, pourquoi on est dans cette faim et dans cette soif de marché? La seule chose qui nous permet d'avoir cette soif de marché et de continuer à monter les multiples, c'est que, si vous voulez, on n'a pas de prudence. Et donc, on a à un moment donné cet esprit de toujours aller chercher plus. Et que si j'ai un fonds d'investissement et que j'ai un marché alternatif monétaire qui me donne du 4%, je suis obligé, sur du marché à risque, de faire du 20%. Mais oui. Donc, quelque part, je suis obligé d'aller alimenter cette bulle, cette montée des marchés, pour générer mon rendement. Parce que je n'ai pas de solution. Si vous êtes client et que vous avez 100 millions de dollars en portefeuille et que vous venez me confier de l'argent, vous n'allez pas vouloir que je vous dise « Génial, cette année, j'ai fait 5% de bénéfice, de résultats, de rendement. » Vous allez me dire « Mais attends, je n'avais pas besoin de te donner mon argent. Je le prenais, j'achetais un taux à 10 ans américain et j'avais du 4%. Je prenais zéro risque. Je suis quasiment sûr que l'Amérique va me payer pendant 10 ans. 99,99% de chance. OK? Donc, on est obligé de contribuer en tant que position, de contribuer à cette dynamique, à cette cavalcade vers finalement un rendement qui n'est pas à la bonne échelle par rapport au reste du marché. Et ce qui est de plus en plus, je trouve, inquiétant, c'est que ça fait plus de 6 mois maintenant que l'on a la smart money qui ne participe quasiment pas ou peu, peu ou prou, à ce rallye et à ce marché. Et donc, depuis avril, souvenez-vous, en avril, on avait eu quelque chose qui était… Alors, dans quoi on va retrouver ces événements-là? Dans le VIX. Le VIX, c'est quoi? Le VIX, c'est l'indice de volatilité du marché. D'accord? Donc, l'indice de volatilité du marché, il va être un petit peu à l'inverse du marché. Plus l'indice de volatilité monte, plus le marché, c'est le moment où il va avoir de la fluctuation, et normalement, souvent, enfin pas souvent, de la fluctuation à la baisse, d'accord?
Là, on voit que le gros pic ici, vous voyez, si vous devez le situer, ben, on est en 2024, on est juste après juillet 2024. Tiens, tiens, qu'est-ce qui s'était passé juste après juillet 2024? Entre juillet et septembre 2024, on a quoi là comme mois? Répondez pas tous en même temps. On a quoi ici là? Août, août. Août 2024. Qu'est-ce qui s'était passé en août 2024? Voilà, un crack boursier au Japon. Ah oui, je m'en souviens. Ça avait testé, putain. Voilà. Et donc, du coup, ça avait complètement créé, merci Adrien, c'est bien, cette volatilité sur le marché, d'accord, qui était montée à plus de 54. Ici, on avait eu la même chose ici, au moment où il y avait eu les fameux tweets de Trump début d'année avec l'arrivée, avec la bataille justement des taxes douanières, d'accord. Et là, boum, pareil, le marché était complètement parti à la hausse. Là, on voit que ce marché, il s'est quand même mis dans une, vous voyez, dans un triangle, hein, un triangle comme ça, assez haussier. Donc là, ça, 16,93, c'est le prix médian, d'accord? C'est le prix de volatilité médian. C'est là où le marché, si vous voulez, il est dans son rythme de croisière. Et là, on peut voir qu'il faisait plutôt un triangle avec des plus bas de plus en plus haut et plutôt un triangle. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est ici et qu'on n'arrête pas de buter, en fait, comme en marché, hein, quand on n'arrête pas de buter, vous voyez, ici, une fois, deux fois, trois fois, on n'arrête pas de buter sur une zone, généralement, soit on revient sur le bas de la zone, soit on casse la zone par le haut. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit on finit par la casser, soit on n'y arrive pas et donc on finit par se retasser. On le voit ici, pam, on touche, on revient, pam, on essaye de casser, on revient. Et donc, c'est tout le temps ce schéma-là, mais en trading, c'est le même. OK? Et donc là, sur ce VIX, c'est assez intéressant à remarquer, donc, comme je vous disais, parce qu'on est dans cet esprit que, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de volatilité, parce qu'il n'y a pas vraiment de stop qui arrive vraiment à sauter, il n'y a pas vraiment de ce trading un petit peu de pépère, qui fait que monter sans se poser réellement de questions, avec des toutes petites journées de baisse, qui est intéressant. Et là, d'un seul coup, arrive l'événement inopiné. L'événement inopiné qui peut permettre au marché de se consolider ou de rendre un petit peu. Donc, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise chose. Et donc, oui, il y a eu un tweet de Trump qui a annoncé une lettre de la Chine, hein, une lettre de Xi Jinping, qui va, à mon sens, je l'espère, permettre que le marché corrige un petit peu. Et donc là, ben, si on va sur, là c'était le 15 octobre, hein, mais si on va maintenant sur le VIX, regardez le VIX ici, on était donc autour des 17, et donc suite à l'événement, poum, on a un VIX qui monte et qui peut continuer pour moi à monter au moins là jusqu'à 27, 27, 28 dans les jours à venir. Pourquoi? Ben parce qu'on a la Chine qui a envoyé une lettre à tous les pays du monde, pas que aux USA, mais à tous les pays du monde, pour dire que dans le contexte géopolitique mondial actuel, elle souhaitait mettre en place un contrôle des exportations et un contrôle assez fort, on va dire, des exportations, rigoureux, des exportations sur les exportations notamment des matières premières et des matières de terres rares. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont interdire ces exportations, mais juste qu'ils veulent qu'elles soient rigoureuses, notamment pour pas qu'elles servent à des conflits mondiaux. Est-ce que on part du principe que la Chine est de bonne foi et que c'est réellement pour ça, ou est-ce qu'on part du principe que la Chine défait, se rétracte sur un des accords qu'elle avait trouvé avec Trump pour ne pas avoir ces taxes ou ces taxes douanières ou une limite sur les taxes douanières, parce que dans la balance, dans la négociation avec Trump, il y avait cet accès aux terres rares pour les États-Unis, pour ne pas avoir de taxes douanières. Et donc la réponse de Trump, si on le regarde, hein, on va en profiter, tiens, on va aller sur Trump.
ici sur son réseau social, donc qui nous explique que la Chine a envoyé cette lettre à tout le monde et que alors je l'avais. C'est les Chinois qui ont le monopole en plus. Il avait vu la dernière fois, il leur avait coupé 3 matériaux de ces terrains. C'était pour les radars et tout ça. Pendant X temps, elle n'a plus envoyé. Juste trop. On est le 12. C'est pour ça que l'Ukraine, il a voulu. Parce qu'il y avait des terres rares. Mais voilà. Ils n'ont plus. Ils l'ont perdu. Donc voilà, ça c'est le post qu'il a fait, donc que des choses bizarres arrivaient de la Chine et qu'ils étaient devenus très hostiles avec une lettre qu'ils ont envoyée à tout le monde, qu'il annulait en gros une entrevue, qu'il ne voit plus l'intérêt d'avoir une entrevue avec le président chinois par rapport, vu le contexte. Et pour le résumer, ces quelques lignes, donc ce qui était réellement intéressant, c'est que pour tout, en gros, comme il dit, que si on faisait du mal aux États-Unis, il avait de quoi faire encore plus mal à n'importe qui, et que voilà, en gros, ils allaient avoir, voilà, à this moment, c'est une augmentation massive des tarifs sur des produits chinois qui viennent aux USA. Il y a plein d'autres contre-mesures que celles-ci qui sont sous de très sérieuses considérations. Donc, c'est pour ça que le marché a un peu paniqué, en fait, parce qu'on s'est dit, ok, non seulement on est en train là potentiellement de parler de lourdes conséquences, mais en plus de ça, il y a potentiellement autre chose. Et il y avait quelque chose qui était aussi intéressant ici, c'est que donc cette lettre chinoise disait qu'au 1er novembre 2025 allait s'appliquer donc le contrôle à l'export, et que ça allait affecter tous les pays du monde, que ce tarif à l'export, du coup, les États-Unis allaient imposer un tarif de 100% à la Chine, au-dessus de tous les tarifs qui étaient déjà en place actuellement, à partir, lui aussi, du 1er novembre, si la Chine ne revoyait pas sa copie. Voilà. Donc, ça, c'est l'événement un petit peu que pouvait attendre le marché pour notamment venir casser cette zone-là. Est-ce que ça va permettre au marché de se consolider un petit peu et de ralentir, si on peut dire, ralentir, je ne sais pas comment dire, mais oui, de ralentir sa poussée sans limite. On peut l'espérer, c'est un mal pour un bien, parce que plus le marché va continuer de grimper sans limitation, plus la chute va être forte. Le marché peut perdre, pour moi, actuellement, 30% sans que ce soit inquiétant. Alors, pourquoi 30%? Parce que tout simplement, si vous faites le calcul, on était à 25 350. Si on perd 30%, on va être à 17 750. On a eu, en point bas de l'année, 16 000 points. Donc, ça voudrait dire que même en perdant 30%, on serait quand même sur une progression de presque une dizaine de pourcents. Alors, si on perd 27, quand je dis 30%, c'est peut-être pas 30 tout rond. Mais si on perd 27%, il n'y a pas mort d'homme, quoi. On est, si on fait une année à plus 15, plus 10, plus 12, est-ce que c'est réellement incohérent? Voilà. Mais, regardez, il y a un autre élément qui peut faire donc du coup que demain, on soit sur une nouvelle journée très haussière. Alors c'est là où je dis que le marché avec Trump est très compliqué.
Donc, on va finir. On va regarder un petit peu juste ce graphe. On voit, regardez, qu'on avait cette droite verte là qui avait été, vous voyez ici, là, suivie par le marché pendant longtemps, ok, et qui avait servi de rebond avant le rallye haussier. Ici, on est bien en début septembre, là, et qui avait servi notamment en juin, avant l'été, où on tournait longtemps avant. On n'est pas venu s'appuyer dessus. On peut potentiellement revenir vers les 24 000, hein, ok. Regardez, le plus bas du mois précédent, on parle juste du mois précédent. Quand on parle du mois précédent, on parle de septembre, on parle d'il y a 10 jours. Il y a 2 semaines de trading là. Ok. Regardez, le mois précédent, c'était il n'y a même pas 2 semaines. Il y a 1, 2, 3, il y a 8 jours de trade. Il y a 8 jours de trading. Donc en septembre, le plus bas du mois, c'était 23 000. Le plus haut, donc depuis, c'est 23 400 là, presque. Qu'est-ce que c'est là le plus haut? 394. Donc on est de 25 394 à 23 000 en un mois. On est sur, regardez, hein, 25 394 divisé par 23 025, on est sur une progression de 10%. Si ça, c'est pas de l'exagération, donc entre le 3 septembre et le 3 octobre, on a pris 10%. Je ne sais pas. C'est voilà. C'est un petit peu quand même, un petit peu exagéré. Mais, regardez, alors, hop, on va revenir là-dessus. Parce que c'est sorti là, pendant que je finissais de préparer notre travail. Ne vous inquiétez pas, la Chine, ça va aller. Avec la Chine, tout va aller bien. Il y a beaucoup de respect avec le président Xi, donc Xi Jinping. Il a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays et je ne veux pas de dépression pour les États-Unis. Les USA veulent aider la Chine, ne pas lui faire mal. Président Donald Trump. Voilà. C'est vrai que les Chinois, il a peur de lui. Hein. Donc du coup, ben, qu'est-ce que vous pensez que le marché il peut faire demain sur ce graphique? À l'avant gang, comme il dit Richard. Ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Là, on vient de comprendre que, ben, du coup, oh, ben, en fait, je sais pas, soit ils se sont eu au téléphone, soit j'en sais rien, soit lui, soit c'est du flanc, soit il y en a un qui lui a dit non, mais t'inquiète, les contrôles, ben, c'est justement que pour les pays en guerre, et donc ça ne touchera pas les USA, et donc on va récupérer à la hausse tout ça. Donc là, je pense qu'à l'ouverture à minuit, on va avoir un décalage haussier très important qui va, voilà. Et en fait, qui aura fait quoi? Ça, là, ça aura fait quoi? Ça aura juste tué le trader retail qui est sur le marché, insouciant de son portefeuille en effet de levier x10 sur futur et qui a cramé tous les appels de marge. Et puis maintenant, les fonds d'investissement, ils vont pouvoir rentrer parce que maintenant, ils vont rentrer à des prix intéressants, eux. Hein, eux, ils ont du cash, donc eux, ils s'en foutent. Voilà. Eux, ils peuvent rentrer 10% plus bas au prix où ils auraient aimé rentrer quand c'était cet été, finalement. Hein, regardez, quand c'était l'été et qu'ils étaient en vacances. Hein, on était exactement sur cette zone-là. Vous voyez, là, regardez le plus haut, 24 060. Bon, le plus bas qu'on a fait, c'est 150. Bon, bah allez, c'est bon les copains. Je vous ai bien fait descendre le marché, vous pouvez y aller. Hein. Ça y est, appuyez sur le bouton. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est le monde de Trump. Voilà. Mais on fait rien. Donc il a raison de le faire comme ça. Hein. Il manipule. C'est pas la première fois qu'on l'a eu ça. Hein. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous les tweets. Vous pouvez cliquer sur le bouton acheter avant d'annoncer qu'il arrêtait il arrêtait les droits de douane. Hein. Et comme quand il disait avant d'annoncer les droits de douane qu'il fallait vendre, quoi. Hein. Donc il nous fait des tweets avant, mais ça passe, on dit rien. Donc
Voilà. Donc, du coup, à quoi s'attendre cette semaine? C'est potentiellement au moins récupérer les 25 000, au moins le plus haut du mois précédent. Je vois pas comment on n'irait pas le rechercher avec ce tweet de Trump, sauf si, bien sûr, il y a d'autres tweets qui vont dans l'autre sens, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus avec lui d'avoir demain ou dans la semaine une autre information qui ira complètement dans l'autre sens. Mais ce que je peux espérer, ce que je peux pas espérer, parce que c'est pas le fond de ma pensée dans ce marché actuel. Hein. Moi, j'aimerais plutôt voir un marché plus vers les 21 000, là, entre 21 et 20 000 points, hein, vous voyez, qui sont deux zones qu'on avait tracées. Mais ce qu'on peut penser, en tout cas, vous voyez, qui sont pas si loin. Regardez comme 21 000, ça nous semble loin. Ça nous semble loin quand même, 21 000 points. On regarde ça. Hein. Mais en termes de temporalité, 21 000 points, on était dessus le 23 mai. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, finalement. C'était il y a 4 mois et demi, quoi. Donc, c'est pas fou. Hein. Et début mai, le 7 mai, on était à 20 000. Il y a 5 mois, on était à 20 000. Vous voyez? Donc, si on revient à 20 000 points, est-ce que c'est réellement déconnant? Si on finit l'année là-dessus, quand on a eu un plus bas de l'année à 16 400. Vous voyez? Voilà. Donc, bon, c'est pas ce que... Moi, ça, c'est peut-être ce que je voudrais, mais c'est pas ce qui va se passer, clairement. Hein, ça, graphiquement, on voit bien que c'est pas ce qui va se passer. Au niveau de la... Comme on disait, hein, les fonds doivent donner du rendement, et les rendements, ils doivent pas arriver à 21. Ils doivent rester hauts. Sinon, le mec, il achète du monétaire et il se fait pas chier. Donc voilà. Du coup, pour moi, grosse séquence haussière. On va bien aller chercher au moins les 25 000 dans la semaine, là. Hein, si c'est pas revenir sur les plus hauts. Alors, pourquoi si c'est pas revenir sur les plus hauts? Parce qu'on peut avoir un effet smart money qui re-rentre, puisque de toute façon, ils sont obligés de re-rentrer sur les 7 jours glissants. Hein, vous le savez. Donc, du coup, comme ils sont obligés de re-rentrer quelque part avec de telles annonces, c'est peut-être le bon moment. Hein, on a bien créé quand même un décalage de 3-4%. Là, on était 3,5%. Donc là, on a fait péter pas mal de traders retail. Par contre, les traders retail qui peuvent rester, ou le mec qui a envie de se refaire la cerise, il va cliquer, il va suivre, et potentiellement, une fois qu'on va monter, ça va nous permettre de casser les plus hauts et de revenir sur ces zones-là. Bon, là, on est dans l'effet classique du trader qui se dit, putain, hein, vous l'avez tous pensé, on s'est descendu, finalement, ça m'a tué, et ça revient là où j'étais. Hein, Michel? Ouais. Voilà. Mais si tu n'es pas chargé en contrat, ça ne te tue pas. Si tu as pris ton stop, ça ne te tue pas. Et quand ça revient, tu peux te refaire la cerise. J'ai pris 3 stops. Autre chose. 3 stops, j'ai pris. 300, 250. Après, quand tu as des bougies comme ça, et si tu as envie d'être contre le marché, hein, quand même, on le sait. Hein. Je vous dis qu'il faut quasiment... Ça n'arrive pas tous les mois hein, non plus. Hein. Non. Preuve, hein. Donc, on le sait qu'on ne vend pas beaucoup, mais quand même, être contre un effondrement comme ça, bon, surtout que tu les as pris à la file, je suppose, hein, sur trois paliers. Non, 300, 250 et 200, je crois que c'était le dernier. C'est quasiment à la file. Hein. Regarde combien de temps il a mis à les faire. 300, il était là. Bon, 300, tu n'as pas eu de chance parce que c'est la bougie, boum, qui sort. Mais derrière, en une minute, il vient directement sur le 200. La minute d'après, il est déjà à 130. La minute d'après, il est déjà à 25 000. Donc, pourquoi aller contre ça, là? C'est chaud. Hein. Parce que je croyais au 2,5, ça faisait 100 points qui tombaient. Là, regardez, on est en une minute, là. Regardez, en une minute. Le plus haut, ici, 16h58. Le plus haut, il l'ouvre à 263. Il fait un plus bas à 182. Il avait déjà perdu 100 points. Et celle-ci, là, elle doit être folle, celle-ci. Il fait un plus haut à 196. Il ouvre à 193. Il fait un plus bas à 25 060. Il a perdu 130 points aussi. Et celle-là, pareil, 130 points. Donc là, c'était des bougies de 130 points. Là. 1, 2, 3, 4. En 4 minutes, il a perdu 400 points. Dans la respiration, il faisait 20 points, la respiration des fois. Boum, boum. Ah, c'était impressionnant.
C'est sauvage. Mais toi, dans la machine à laver, tu avais envie d'y être, du coup. Tu t'es pas dit, oula, je vais attendre 5 minutes, là, que ça se calme. Ouais, j'aurais vu. Ben ouais, Mais je voilà. pensais qu'il allait vraiment rebondir sur le 250. Oui, mais là, quand tu as des bougies comme ça, tu comprends bien que c'est un événement. Il Oui, perd pas après, en oui. 3 minutes 300 points. Tu vois, il perd pas Ouais. en 3 minutes 300 points le marché sans événement, quel qu'il soit. Tu t'en fous d'aller le chercher, l'événement. Tu comprends bien que là, c'est pas juste un mec qui a vendu. Ouais. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, regardez, si on doit travailler le graphe, hein, je pense que, bien sûr que là, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que au moins, réouverture, c'est assez simple de se dire qu'on peut réouvrir ici. Parce que regardez, on a perdu tout ça en l'espace de la clôture, là, en 10 minutes après la clôture. Hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça veut dire que ça, comment on l'analyse, ça? Regardez. Comment on analyse le fait que le marché, il ferme à 22 heures ici, à 24 400, mais que de 22 à 23, il se retrouve ici, là, à 24 100. Et ça, c'est tout simplement des traders là, qui ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'événement depuis. Là, c'est des traders qui ne veulent pas être exposés le week-end. Ils se sont dit, attends, si ce week-end-là, ça doit s'envenimer encore plus entre le Shintok et le Blond, Ça va j'ai pas tomber. envie qu'on ouvre avec un gap à 23 000 là, et que moi, j'ai pas fermé ma position vendredi soir parce que, tu vois. Mm. Donc, ils ont dit, on vend. Comme ça, si dans le week-end, ça se passe mal, ça se passe mal. Donc, où c'est que ça va réouvrir? Ben, potentiellement, ça peut réouvrir sur cette zone, hein, la zone de clôture, je trouve, de vendredi. Là, ce qui ferait quand même un gap de 300 points presque à l'ouverture, là, à minuit. OK? Mm. Et après, ben, quand les Européens et les Chinois les Japonais vont arriver, enfin les Asiatiques, puis les Européens vont arriver, on devrait pouvoir au moins remonter vers en fait, toutes les zones qui ont pu, regarder, assez facilement, sembler bloquantes. Donc là, on va prendre ce range ici, hop, voilà, ça c'est la 860. nouvelle boîte. Après, on va avoir un range Non, ici, 600. Ah non, 600. voilà, et après, on va avoir 600. une autre zone ici, voilà. Hein. Donc là, hop, 200 à peu près. ici, à 25 000, c'est le target. OK? Pour moi, minimum. Et là, si on prend ici, ça fait 24 900 à peu près. Et avec une boîte à 24 800. Donc, c'est de 200 points par 200 points. Ouais. 24 400, 24 600. Si ça va être la séance asiatique. 600, 800, 750, ça peut être les Européens. Et les Américains, aller chercher le 900. Hein. On peut récupérer, ça nous ferait récupérer du 4%. Hein. Si on le prend, allez, à la calculette, là. Parce que la clôture qui va être comptée, ça va être celle de 22 heures, ça va pas être celle de 23 heures hein, pour le gap. On est d'accord. Donc 24 400, si on finit à 25 000, voilà, ça fait du 2,45. Hein. On peut même finir plus haut. Vous voyez, on peut faire du 3% à la hausse. Hein. Ah, mais là, ça va déjà ouvrir, pas en bas, là. Ça Et va non, pas ça ouvrir. va. Et là, il va y avoir un gap. Ouais, mais à minuit, quand ça va ouvrir. Eh ben, à minuit, ça va ouvrir. Et je te dis, là, vers 400, je pense. D'accord. Alors, si Ouais. tu te mets à. Tu peux pas te mettre Et non, à si 5. tu mets un ordre, là, il n'est pas exécuté. D'accord. Ouais, c'était ma question. Et le marché, il est fermé. Ouais, ouais. Non, mais j'allais dire, dès que ça ouvre, on peut se Eh, mettre et pouf, mais dès bouffant. que ça ouvre, ça va pricer à 420 déjà. Voilà, Ça va pas c'était ma pricer question. à. Est-ce que ça va monter ou ça va être directement là-haut? J'ai compris. Ouais. Donc voilà. Donc, et même si on devait compter là vers le 160, tiens, si on fait 25 000 divisé par 24, 160, ça fait que du 3,47. Hein, ça fait du 3,47% à gagner. Pas énorme. Hein, pas énorme hein, pour revenir sur les 25 000. Donc, on devrait pouvoir les regagner. Voilà. On devrait pouvoir les regagner, sachant donc que on a, si bien sûr, on n'a pas une contre-news du dernier tweet. Hein, voilà. Bon, il annonce rien de clair. Hein, il nous dit juste, ne vous inquiétez pas pour la Chine, ça va aller. Donc voilà, ça va aller, ça veut dire quoi? On ne sait pas.
On sait pas. Avec lui, on ne sait pas. Ça va aller, il peut dire ah non, mais ça va aller parce que moi, en gros, j'estime que comme je suis plus fort que la Chine, ça va aller. On peut les taxer à 100% sans que ça nous fasse rien. S'il faut, demain, il nous fait un tweet comme ça. Et là, on va se dire attends, nous, on n'avait pas compris que ça allait aller dans ce sens-là. Nous, on a compris, ça va, genre, on est copains maintenant. Voilà. Donc, voilà. Mais le marché, en tout cas, va repartir pour moi à la hausse sur cette idée-là. Voilà. Donc, un peu dur de toute façon de vous faire une analyse graphique là, dans l'immédiat, parce qu'il y a des décalages tellement forts sur ce genre de news que c'est un peu délicat de vous les dire. Et que de toute façon, on n'a pas de données statistiques, puisqu'on est en shutdown. Donc, ça aussi, c'est magnifique. On a le droit à un marché qui évolue sans statistiques vers ses plus hauts de tous les temps, sans avoir peur. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi, c'est le moment. Tu ne peux pas, Jérôme, prendre un... Ah oui, tu peux prendre un éval et le valider. Si, par exemple, à minuit, tu essayes d'acheter et de te dire que tu vas le laisser couler. Nous, la chance que l'on a, j'ai envie de dire, c'est aussi le défaut de ces événements-là. C'est-à-dire que la chance qu'on a, bien que vous ayez été plusieurs à le subir, sur futur, les stops ne sont pas garantis. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le stop, il peut être franchi sans être exécuté parce qu'il n'est pas garanti. Il n'y a qu'un CFD qui garantit la valeur du stop. Donc, nous, le CFD, la différence, c'est quoi? C'est que le futur, c'est un contrat market. Le CFD, il est fabriqué par ton broker. Et c'est pour ça que le CFD n'existe pas aux États-Unis. Et le CFD, ton broker, il peut décider de l'évolution du marché. Donc, il peut te garantir un stop puisque ce marché n'existe pas quelque part. C'est lui qui te le fournit. Et c'est lui qui va décider de la fluctuation de ce CFD par un algorithme en lien avec la fluctuation du marché réel. Et donc, il peut considérer que ton CFD, il va, par exemple, si là le marché baisse de 3%, ton CFD, lui, il va dire, allez, moi, il baisse aussi de 3%. Tu vois, il essaye de répéter quelque chose. Donc, il peut te le garantir parce qu'il n'y a pas de marché réel en face, c'est lui qui te le fournit. Donc, quelque part, il peut aussi le manipuler puisque c'est lui qui le fournit. Ça veut dire qu'il peut décider qu'au milieu d'une poussée haussière ou au milieu d'une poussée baissière comme celle-là, il y a une phase de rebond parce que lui, il a décidé qu'il y avait une phase de rebond, c'est lui qui le fournit, c'est lui qui fait ce qu'il veut quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a une idée de manipulation des indices sous CFD qui fait que le CFD plaît moyennement. Bref, tout ça pour dire que le stop n'est pas garanti et que quand le stop n'est pas garanti, s'il est franchi, par contre, il y a un moment où il est exécuté, ton stop, normalement, puisque c'est un stop limite. Donc, quand le prix est atteint, tu dois être exécuté dans le carnet d'ordre le plus tôt possible, quand tu vas remonter dans le carnet. Mais ta position, tu ne sais pas où c'est qu'elle va être exécutée. S'il faut la bougie, elle est allée beaucoup plus bas, puis elle est remontée et ça va t'exécuter. S'il faut, tu es exécuté tout en bas de la bougie, c'est dès que tu passes dans le carnet d'ordre. Donc, quand tu vas passer dans le carnet d'ordre, tu vas sortir. Si la bougie elle est allée beaucoup plus bas, vu que nous, on est sur un drawdown dynamique, potentiellement, tu peux être cramé alors que c'est revenu au-dessus de ton ordre stop. Ok, ça, c'est ce qui est arrivé malheureusement à Agnès, qui n'a pas pu être exécuté et où le marché a coulé, lui a cramé malgré que c'était revenu. Là, c'est le défaut qu'on va avoir sur ce type de marché. Pourquoi? Parce que quand le marché va repartir comme ça, même s'il ouvre avec une boîte ici à 400, ok, si toi tu rentres, mais que le marché il fait ça, il vient toucher le point pivot par exemple, et il repart à la hausse comme ça, toi là, les 100 points qu'il va avoir de perte, tu es cramé, tu n'as plus de compte, et quelque part le marché il va repartir. Parce que tu as un drawdown dynamique où potentiellement le marché il peut aussi monter de 200 points, revenir un petit peu et repartir. Et donc toi, dans ces bougies folles là, comme ça, tu es cramé parce que ton DD il te suit. Et donc du coup, tu es mort. C'est là que c'est un peu compliqué. Alors que où il faut vraiment pas se charger en contrat et le laisser couler, lui laisser prendre le temps pour qu'il remonte. Voilà. Ciao, ciao Nico. Mais c'est la difficulté de ça. Alors que si tu es sur un compte propre, ton appel de marge, il est quand même plus bas si tu n'es pas chargé en contrat. Alors oui, par contre, tu vas pouvoir normalement valider quelques évals cette semaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions après, dites-moi.
Oui, je pense qu'un contrat, un compte 50K, ça fait 150 points. Et pour être cramé, ça te fait du 125 points de flottement. Donc quand même, mais 125 points de flottement, ça peut aller vite aussi. Hein. Tu vois, là, s'il ouvre là, imagine, il ouvre proche du 500, il revient sur le pivot mensuel, on parle de 150 points, là, t'es mort. Hein. Même un contrat, c'est ça qui est un peu dur. Dis-nous, Alain. Oui, moi je voulais savoir, par exemple, tu veux prendre à l'achat, donc tu prends à l'achat, tu es obligé d'attendre que ça remonte et que ça vienne taper la barre verte en haut. Mais si tu montes ta barre verte de 50 points, par exemple, et que ça vient taper les 50 points, donc tu prends, tu as un seul contrat, mais tu prends 500 points. Tu prends 50 500. points. 1000 $. Voilà. Ouais. Eh oui, bien D'accord. sûr. Oui, oui, Et tu peux après, monter ta barre verte, oui. Bien voilà. sûr. D'accord. Ok. Merci. Je suis désolé, je vois que je vous ai pas parlé de ça. Je vais en parler vite fait. C'est sur l'idée justement des inquiétudes de la bulle de marché. On peut voir ici sur ce graphique, ces deux graphiques intéressants, c'est les défauts de paiement des crédits. Et sur les défauts de paiement de crédit, on a non, Richard, tu es limité à un game max par jour, hein, forcément, en éval, mais sur PA, la possibilité d'aller chercher du chiffre. Oui, ben, tu peux faire du chiffre. Après, tu vas être limité sur un PA 25 à 1000. Bon, c'est pas mal déjà, hein, si tu fais 1000. Et là, vous êtes en train de vous emballer comme si c'était facile. Hein. C'est pas parce qu'il va y avoir des bougies haussières que ça va être facile non plus. Hein. La bougie, ça n'a pas été facile de le prendre à la baisse, sinon vous l'auriez tous fait vendredi. Donc, ici, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir donc le défaut de paiement sur les crédits. On sait que les Américains adorent vivre à crédit. D'accord, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous voyez ici, regardez, hop, on a eu des phases comme ça haussières. On était sur là, c'est le premier semestre de chaque année. Regardez, si on prend 2008, on voit bien que là, on était sur une phase haussière de tous les crédits de défaut de crédit. Et que tous ces défauts de crédit, vous voyez, vers 2008-2010, là, hein, la période la plus difficile de crise, c'était entre pour l'auto presque 5%, pour les crédits revolving, pareil, pour les crédits de maison, puisqu'on le sait, puisque c'était la crise des subprimes, hein, la crise des défauts de paiement des crédits immobiliers, notamment. Donc, on voit qu'on avait cette bosse, cette phase de marché là complètement folle dans le graphique, puisqu'après on est sur quelque chose de beaucoup plus bas. Pour les défauts de paiement des étudiants, on avait eu cette vague aussi, et pour le défaut de paiement des cartes de crédit, cette vague aussi. Et là, à quoi on peut le comparer aujourd'hui? Ben, c'est que quand même la phase des défauts de paiement depuis 2023 sur les cartes de crédit, elle est plutôt pas baissière, hein, elle est plutôt bien haussière, et elle est quand même au même niveau, hein, quasiment là que, du moins que ce gap-là, vous voyez que avant l'iceberg là un peu, hein, vous voyez, c'est là si on peut dire la ligne de flottaison, elle serait là, hein, c'est tout ça, c'est l'intérieur de la mer, hein, vous voyez, voire même un peu plus bas, plus vers ici, et là c'est la partie qu'on voit pas, qu'on voit de l'iceberg, d'accord. Donc on est pile là sur la zone, hein. Donc là, il faudrait pas qu'on refasse un iceberg visible. Hein. On a un peu la même chose ici. Voyez, défaut de paiement suite des étudiants suite au Covid. On voit bien qu'il s'est complètement écroulé. Bon, ça fait des années qu'il était haut. Hein. Et là, pouf, il réexplose à la hausse en 2025. On peut prendre pareil, les voitures. Regardez les voitures. On est sur un point haut. Hein. Alors pourquoi c'est intéressant, entre guillemets intéressant, pourquoi ça fait peur? Parce que moi, c'est plutôt ça que intéressant, le mot. C'est que ici, vous voyez qu'on est sur la même zone que 2008, 2009, 2010 sur les voitures. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir une crise des subprimes bis, hein, c'est pas ça, le contexte n'est pas le même, c'est pas le même marché qui est touché, c'est pas les mêmes conséquences. Par contre, le marché automobile en Amérique,
c'est très puissant. Hein. Le marché automobile américain, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, je pense qu'ils peuvent témoigner. Tout le monde a des grosses voitures, tout le monde a une grosse consommation. Beaucoup de sociétés vivent de ça. Beaucoup de prestataires aussi, comment on appelle ça, des sous-traitants, beaucoup de sous-traitants hein, dans le marché de l'automobile aux États-Unis. Donc, si défaut de paiement, attention. Voilà. Ça, c'est des signaux quand même qui font dire un élément de plus dans la case bulle sur les marchés. Et ici, on est sur les défauts de paiement de l'immobilier commercial. Voilà. 2008, flambé. Voilà, vous le voyez, hein. Il y a les éléments, hein, récession, crise financière, l'explosion du pétrole, ici, hein, 2017-2018, ok. Et après, pendant, aussi paradoxal que ça peut paraître, pendant le Covid, ben là, il y avait tellement d'aides qu'il n'y a aucun défaut de paiement, quasiment tout le monde on est à moins de 2% de défaut de paiement, tout le monde était perfusé, et là, pouf, on explose complètement. Alors, pourquoi c'est à prendre avec des pincettes un petit peu? C'est que forcément, la comparaison se fait par rapport aux années précédentes. OK? Quand on dit qu'on a 3% d'inflation, on a 3% d'inflation. Si on dit qu'on a 3% d'inflation sur le mois, c'est par rapport au mois précédent. On a tous compris. Donc, en fait, quand on a 3% en janvier, 3% en mars, en février, en mars, en avril, ben, en fait, au final, en avril, par rapport à janvier, on a peut-être 8 ou 9%. On n'a pas que 3%. OK? Donc, finalement, ici, c'est un peu pareil. Ça s'emballe très vite parce que quelque part, comme on était très faible, hein, on est sur des seuils qui, en comparé, forcément, ont des pourcentages beaucoup plus élevés. OK? Mais on est quand même sur des zones très, très élevées. Si on a des défauts de paiement dans l'immobilier professionnel, attention, l'immobilier professionnel, il est financé 100% par les banques. Défaut de paiement sur l'immobilier professionnel va forcément avoir une répercussion sur le défaut de paiement des banques. Et donc, aussi sur des propriétaires et aussi donc par ricochet sur de l'immobilier. Et c'est pour ça que ça peut quand même, à un moment donné, ça serait bien que ça redégonfle et que ça vienne au moins se poser vers ici, parce que là, revenir un petit peu plus dans quelque chose comme on était, vous voyez, 2014, 2015, 2016, voire même, allez, à la rigueur, 2017, parce que là, on commence à être sur des zones qui sont un petit peu dangereuses, parce que, mine de rien, même si on dit que c'est comparé, hein, si on prend les points, quand même, 2025 est beaucoup plus haut que 2024, qui était quand même plus bas que 2023. Donc, si on considère qu'on a eu cette explosion et cet effet, si on peut dire, hein, comme ça, ok, il ne faudrait pas que, comment dire, il vaut mieux que ça nous dessine un M comme ici, plutôt que ça soit un petit pic et pouf, comme ça, on repart, quoi. Parce que si on prend appui là-dessus pour repartir à la hausse, ça peut faire très mal, puisque quand même déjà 2024 se compare à 2023, vous voyez, et donc en fait 2025 comparé à 2023, on est déjà sur une tendance haussière. Hein. Alors si on essaye de gommer cette partie-là, ok, mais là, en fait, hein, c'est déjà dangereux. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est assez clair comme je vous l'explique, mais en tout cas, en termes de statistiques, c'est inquiétant parce qu'on est sur des défauts de paiement sur l'immobilier commercial qui commencent à interroger. Hein. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, c'est fini. 1h20, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors moi, ça va. On a un petit peu débroussaillé, on va dire, le tout. On a fait un petit peu tous les aspects. Et donc, alors, ne vendez pas le marché. On n'est pas du tout dans un renversement de marché. On n'est pas du tout. Et même s'il n'y avait pas eu le tweet de Trump, je vous aurais dit attention, le marché va continuer de corriger. Hein. Je pensais vous dire ce soir que c'était quelque chose de bon, que le marché corrige. C'est d'où le titre.
Hein, j'avais fait l'invitation hier. Merci Xi Jinping pour la correction, parce que quelque part, je trouvais ça sain que l'on revienne un petit peu plus entre les 24 000 et 23 600. Vous voyez, j'aurais aimé finalement, alors là c'était peut-être un sentiment plus personnel, mais j'aurais aimé qu'on revienne, vous voyez, ici dans cette boîte-là, sur les marchés, plutôt que de continuer à être sur des seuils vertigineux comme ça, sans raison. Et par contre, je vous aurais dit que j'envisageais mal que l'on vienne casser le 22 800, où on voit très bien que cette zone-là a été, hein, on le voit, très très forte. En fait, si on peut se caler, c'est vers les 750 ici. On voit bien que ça a été une zone assez forte, et ça m'étonnerait qu'on les casse. Si on devait les casser, on reviendrait, à mon sens, au moins sur les 22 000. J'y crois pas du tout, encore plus avec le tweet de Trump, mais ma foi, des fois, pourquoi pas? Des fois, pourquoi pas? Si Trump faisait un peu marche arrière ou autre, en tout cas, c'était bon d'avoir un peu une phase de correction comme ça, et on voit bien effectivement qu'une fois qu'il a eu percé quelque part le 25 000, il n'y avait plus rien pour le retenir et qui dégueule non-stop. Alors, est-ce que c'était des questions, j'ai entendu? Oui, c'est ça. Non, chez Bullnox, un 25 000, c'est 1000 le maxi. C'est pas 490. C'est chez Apex que c'est 490 ton maxi. Ouais. Très très intéressant, Max. Merci beaucoup. Ça fait un bail que je t'ai pas venu. Ce que tu nous as montré sur Trump, c'est sur Facebook ou c'est sur Insta? Ces tweets? Non, les tweets, c'est sur son réseau social à lui, Trousse Social. Son réseau social. Ouais, c'est son réseau. Hein. Il a son propre réseau. Il s'est défait de X, ex-Twitter. Il a monté son propre réseau social qui s'appelle Truth. Okay. Voilà. Et donc, c'est ça son réseau officiel. Ok. Et en perte, tu as combien sur Bullnox? Bah, en perte, c'est 1005. Hein. Si tu perds 1005, t'as plus de compte, quoi. C'est tout. Bon, ben voilà. Merci à tous, du coup. Merci à toi. Et puis, bon appétit à tous. Hein? Et puis, bon appétit à tous, hein, parce qu'on va aller manger, je pense. Voilà. Et à demain, du coup. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Merci. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon app, il a raison, bon app. Ciao. Allez.